attendu. Comme je l'annonçais depuis le début, nous sommes à Data Afrique Hub, une communauté de jeunes passionnés de la donnée. Nous sommes une plateforme, un dynamisme de jeunes qui exercent dans la data, étudient en sciences des données ou qui déjà exercent déjà dans le métier de la data. Nous sommes une plateforme de partage de connaissances. Nous sommes une plateforme de, où nous découvrons d'autres personnes qui exercent dans le métier. Nous sommes une plateforme où nous inspirons la jeune génération qui aspire au métier de la data à aller plus loin dans leur passion pour la donnée. Et comme une communauté ouverte, je vais laisser dans le chat de notre webinaire d'aujourd'hui le lien pour intégrer la communauté. Si vous êtes étudiant, si vous êtes une entreprise qui s'intéresse à la data ou qui évolue dans le domaine de la data, si vous êtes passionné de données et vous voulez rejoindre une communauté africaine de jeunes exerçant dans la data, passionnés de data pour transformer l'Afrique, n'hésitez pas à nous rejoindre, à partager vos connaissances, à acquérir d'autres personnes également. Donc, nous sommes dans le webinaire dans le cadre de la Data Academy organisée par Data Afrique Hub, qui est une académie online de 3 mois, 100% pratique, où nous des métiers autour de la data engineering, la data analysis, le déploiement des applications et des modèles de data, ainsi que tout ce qui a rapport avec le machine learning. Donc, c'est essentiellement 3 mois de formation 100% pratique. Cette formation vient en marge pour combler vraiment le déficit de nos écoles, nos universités africaines, beaucoup trop orientées vers la théorie. Donc, vous allez apprendre de la pratique, apprendre auprès de personnes exerçant déjà dans le domaine. Donc, c'est très important. Nous n'avons pas choisi pour vous des formateurs, je dis professeurs en griffe, mais des personnes qui exercent dans le domaine de la data, qui vont vous inspirer, vous apporter la connaissance et vous apporter en plus-value. Donc, il y a échanger avec des personnes qui côtoient la donnée, exercent le métier de la donnée. Et parmi ces personnes, nous avons Madame qui est avec nous ce matin, qui va nous parler du métier de la ingénierie. Nous allons apprendre qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce qui s'y fait dedans. Et c'est un avant-goût pour vous de tout ce qui sera fait dans la formation. Donc, vraiment, restez attentifs. Vous allez apprendre, vous intéresser à ce que c'est que le métier de data et savoir qu'est-ce que nous allons voir ensemble dans cette formation de 3 mois qui va commencer bientôt en mai. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre formation, nous avons le lien sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une formation très sélective. Donc, la première cohorte est ouverte à 50 personnes. Donc, n'hésitez pas à vite vous inscrire pour ne pas manquer d'être sélectionné. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame Yasmine pour aller dans le vif du sujet ce matin. Nous avons très hâte d'écouter, d'apprendre. Donc, Madame Yasmine, je vous laisse la main. Allô, bonjour tout le monde, bonjour Eunice, merci beaucoup. Je sais. Ok, je ne sais pas si on m'entend. Ok, merci. Donc, merci à tous d'être présents, d'avoir répondu présent ce matin. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce pourquoi nous sommes rassemblés. Donc, on va parler de data engineering. Donc, je vais, du moins, essayer de vous parler de data engineering. Et bon, voilà. Donc, je vais dérouler la présentation que j'ai préparée à cet effet. Et ensuite, on aura une séance de questions. J'espère que je ne me trompe pas, Eunice. Voilà.
Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'ingénierie de données vue par et moi, qui suis-je? En gros, je suis Yasmine Stéphanie Quadio, je pense que Eunice l'a déjà dit, mais je suis juste une data ingénieure, une ingénieure de données, de la donnée, qui est passionnée par la donnée et qui n'hésite pas à partager sa passion. Mon but, en gros, et celui aussi de la Data Academy, c'est vraiment d'emmener presque tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont passionnés de data, à pouvoir exercer ce métier-là et avoir les compétences clés pour pouvoir embrasser les différents métiers de la data. Donc, moi, aujourd'hui, je serai focus sur le métier des data ingénieurs et je pense que par la suite, il y aura d'autres webinaires sur les différents métiers. Voilà. Donc, j'espère que, je pense qu'on dit qu'on ne voit pas mon contenu, c'est ça? Un instant. Ouais, comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, comme je disais, je suis data ingénieur, ça je l'ai déjà dit, on le sait. Donc, le but de la Data Academy, c'est vraiment de donner à tout le monde les compétences clés afin d'embrasser l'un des métiers de la data, que ce soit data ingénieur, data science ou autre. Et aujourd'hui, on sera focus sur le métier de data ingénieur. Donc, j'espère franchement qu'après ce webinaire-là, j'aurai incité en vous le besoin ou l'envie de vous inscrire à notre formation. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le contenu de cette formation. Donc, en premier lieu, le basique, on verra qu'est-ce que la data engineering. Le là, c'est de l'anglicisme. Donc, désolé, tantôt je vais dire tantôt je vais dire là, mais ne m'en voulez pas. Ensuite, on entend beaucoup parler des différents métiers de la data. Je vais essayer de mettre la différence entre ces différents métiers-là très rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans les sujets très techniques, c'est-à-dire on va comprendre le data management. Le data management fait référence à tout ce qui est couche d'une infrastructure data, data quality, data governance et autres. Et ensuite, on va voir quelques cas d'utilisation de la data engineering, c'est-à-dire dans quel cas votre entreprise peut avoir besoin d'un data ingénieur ou dans quel cas vous pouvez faire ressortir vos compétences et votre talent de data ingénieur. Ensuite, on verra tout le vocabulaire, le champ lexical autour de la data engineering, donc tous les mots qu'on entendra souvent dans ce domaine. Et enfin, on verra les opportunités de carrière et les compétences requises. Voilà, donc voilà ainsi le contenu de notre présentation du jour. Voilà. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que la data engineering? Bon, si on va définir la data engineering, ce sera très simple. La data engineering, c'est simplement l'art de rendre les données utilisables. On aura beaucoup entendu la data science, c'est l'art de faire parler les données. Et bien, l'ingénierie de données, c'est l'art de rendre les données utilisables. Je m'explique. Dans les différents systèmes qu'on a, voilà, lorsqu'on rentre dans un projet data, la donnée source, la donnée brute n'est pas forcément dans un état exploitable, un état utilisable. Du coup, celui qu'on va appeler pour récupérer ces données à sa source, la transformer et la mettre dans un format utilisable par les data scientists et data analysts, eh bien, c'est le data engineer. Donc, l'ingénierie de données, c'est en gros l'ingénierie de données, c'est en gros toutes les techniques, toutes les stratégies et tout le processus qui est mis en place pour prendre de la donnée très brute, non utilisable, non exploitable, l'épurer et la rendre utilisable dans un format utilisable par les data scientists et les data analysts. Donc, voilà en gros une définition très simple avec mes propres mots de la data engineering. Donc, la slide qui suit, c'est vraiment les rôles et responsabilités du data ingénieur. Donc, comme j'ai dit, le data ingénieur, il va intervenir à la première étape d'un projet data, récupérer les données à leur source, les transformer et les mettre à la disposition des data scientists et des data analysts. Donc, quelles sont ses responsabilités, ses rôles alors? Il va s'occuper de tout ce qui est data integration. C'est quoi la data integration? C'est en gros il faut savoir que dans la vie réelle, dans les projets de data, on n'aura pas qu'une seule source de données. On n'aura pas des données qui viennent d'une base de données ou encore des fichiers Excel, comme on a l'habitude de voir dans les cas scolaires. Dans la vraie vie, il y a énormément de sources de données. Le but du data ingénieur dans la data integration, c'est de récupérer les données de ces différentes sources-là, de les, comment on va dire ça, uniformiser, standardiser et les mettre dans le même format. Donc, on récupère toutes les données des différentes sources,
qu'on va traiter et les mettre dans un même format, dans une seule et unique source, de sorte à centraliser ces données-là. Data Architecture Design, en gros, c'est comme, il faut savoir que arrivé à un moment, il faut mettre en place des infrastructures pour accueillir les données qu'on va récupérer dans leur source. Data ingénieur, avant de se lancer dans ce processus-là, va designer une infra capable de supporter et d'accueillir la donnée qu'il veut traiter. Donc, l'infrastructure va dépendre du type de données, la taille de données, le volume de données, du cas d'usage et de bien d'autres questions qu'il devra se poser avant de se lancer dans le design de l'architecture. Database management. Eh bien, comme j'ai cité parmi les différentes sources, on a des données, on a des bases de données. Et donc, je pense que les bases de données sources, c'est un peu rare, mais ça arrive, de manager les bases de données sources, mais également de manager les bases finales. Quand je parle de base finale, c'est la base où on va stocker toute la donnée processée. Donc, la donnée qui aura subi de la transformation depuis sa source jusqu'à sa destination finale. Donc, ça peut être une base de données qu'il va falloir également manager. Le quatrième point, la quatrième responsabilité, c'est la Data Quality Assurance. En gros, toute cette transformation que la donnée va recevoir peut détériorer la qualité de la donnée. Donc, le data engineer a l'obligation de vérifier et de s'assurer de la qualité de la donnée qui transite dans son système. Du coup, on ne peut pas récupérer des données de bonne qualité et à la fin avoir des données de mauvaise qualité. Je pense qu'on verra par la suite c'est quoi une donnée de bonne qualité, mais il faut retenir que le data engineer a obligation de s'assurer de la qualité de la donnée tout au long du processus de transformation. Et enfin, Big Data Technology. Il faut savoir que la data engineering englobe aussi Big Data Engineering. En gros, ça dépendra du type de données que vous manipulez. Mais il a obligation de comprendre et de connaître les technologies de Big Data, de sorte à ce que lorsqu'il sera confronté à des données big, je vais dire comme ça, à de la Big Data, il puisse construire une architecture capable de traiter et d'accueillir cette donnée-là. Donc, en gros, voici les rôles et responsabilités d'un data engineer dans une entreprise. En gros, d'autres rôles, d'autres responsabilités, mais ce que je viens de donner, c'est vraiment le basique, ce qu'on va vous demander en tant que data engineer dans n'importe quelle entreprise, avant d'en rajouter d'autres. Donc, j'espère que là, c'est bon. Donc, je vais me permettre de continuer. Très rapidement, c'est quoi la différence entre le data engineer, data scientist, data analyst? Eh bien, c'est simple. Ces trois-là interviennent dans différents usages de la donnée dans l'entreprise. Le data scientist, il va essayer de faire ressortir des insights, des patterns, s'il vous plaît, désolé, pardon, dans la donnée. Donc, il va utiliser des modèles statistiques, il va utiliser des modèles mathématiques pour essayer de faire ressortir des patterns dans la donnée qui lui est transmise. Du coup, il va explorer la donnée, il va essayer avec des statistiques très simples de faire ressortir des analyses. Et s'il n'y arrive pas, c'est-à-dire si c'est encore plus avancé, il va essayer d'utiliser des modèles plus avancés, plus poussés, de machine learning, par exemple, de deep learning, pour essayer de faire aussi de l'analyse prédictive. Donc, pardon, c'est un peu ça le rôle de data scientist. Le data engineer, comme je le dis depuis le début, lui, il se place en début du projet. Donc, lui, en gros, c'est celui qui va aller fouiller, si vous voulez, pour aller chercher le pétrole dans sa source brute. C'est-à-dire, il va aller récupérer la donnée dans sa forme la plus brute possible, la traiter, raffiner, épurer pour faire ressortir de la donnée exploitable par les data scientists et les data analysts. Ensuite, le data analyst, lui, c'est celui qui va essayer de raconter une histoire au travers des données. Donc, le data engineer finit de manipuler les données, les enrichit peut-être avec l'aide du data scientist et on offre ces données-là au data analyst qui va essayer de raconter une histoire avec ces données. Donc, il va faire ressortir des analyses très pertinentes qui vont aider les décideurs à la prise de décision. Donc, voici un peu les rôles et responsabilités des trois.
Et bon, les compétences demandées pour chacun diffèrent. C'est-à-dire, au data scientist, on va demander plus de compétences en tout ce qui est maths, stats, programmation également. Au data analyst, on demandera beaucoup la connaissance du métier aussi. On lui demandera beaucoup la connaissance d'outils VIS, de langage au requêtage et tout de données. Au data engineer, on demandera de la connaissance big data, programmation, cloud. On verra un peu les compétences requises un peu devant. Mais en gros, c'est ça. Il doit être quand même un bon software engineer, quand même. Donc, voici la différence entre les trois corps de métier principaux de la data. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les trois. Après les autres, ce sont vraiment des déroulés qui sont apparus avec le temps et tout. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, pardon. C'est quoi le data management? Donc, on verra tous le data management. Dans un premier temps, data layers. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les couches d'une infrastructure data. Les couches principales, parce que aujourd'hui, avec les modernes architectures, les architectures modernes, on a beaucoup de couches qui sont venues s'imbriquer, mais voici les principales couches. Déjà, on a les data sources. Je ne sais pas si vous voyez les data sources. C'est vraiment toutes les sources de données. Et je vous ai dit, il y en a énormément. Ça dépend de vos cas d'usage. Cela peut être de simples fichiers XLSX, des fichiers Excel. Ça peut être des bases de données, des images, des sons, des données de capteurs qu'on doit récupérer en temps réel. Ensuite, donc, toutes les sources de données, ça peut être même les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, des journaux, des pages web qu'on va scraper et tout. Donc, tout ça représente vos sources de données. C'est-à-dire là où vous allez récupérer la donnée brute avant de la traiter. Ensuite, data injection, pardon. Donc là, c'est tout le processus mis en place pour récupérer la donnée des différentes sources. Donc, en fonction de votre cas d'usage et en fonction de vos sources de données, vous allez utiliser un outil, pardon, ou une manière, voilà, une technique d'ingestion. Donc, ça peut être des outils comme Kafka. Pour ceux qui ne le savent pas, Kafka, c'est celui qui va vous permettre de faire de l'ingestion en temps réel. Parce que quand vous avez des capteurs, par exemple des objets connectés, ce que vous voulez, et que vous voulez faire une analyse au temps réel, c'est-à-dire dès qu'il y a une modification de données, ou bien dès que la donnée est produite, vous voulez la modifier, et bien vous allez aller sur des outils comme Kafka, il y en a bien d'autres, mais Kafka est le plus connu. Ensuite, on a des outils comme Airbyte, Flume, Kinesis, qui vont vous permettre de donner une panoplie de connecteurs, voilà, qui vont permettre de vous connecter à vos sources de données, de les ingérer avant de les faire entrer dans tout ce qui est parcours de processing. Donc, après, tous les outils que j'ai cités peuvent ne pas répondre à votre problématique. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment de, comment on appelle ça, mettre en place votre propre système. Un instant, s'il vous plaît. Désolée. Désolée, comme je l'ai dit. OK, donc, je continue ma présentation. Donc, le truc, c'est que vous allez mettre en place vos propres systèmes, vos propres scripts d'ingestion. Donc, si Apache Flume ou AWS Kinesis ne répondent pas clairement à vos besoins, vous prenez un langage que vous maîtrisez et vous mettez en place tout votre processus d'ingestion de la donnée en écrivant vos propres scripts. Ensuite, la troisième étape, c'est vraiment le raw data storage, comme ce qui veut dire le stockage de données brutes. En gros, ce que vous allez faire, c'est que dans tout pour stocker des données qui vont peut-être pas nous être utiles, on va partir sur des stockages objets qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'ils vont utiliser des stockages différents des bases de données. Donc, pour le raw data storage, vous allez avoir recours à des stockages objets comme Minayo pour du on-premise,
J'espère que j'utilise des termes qui sont compris par tout le monde. Donc, Minayo, en gros, vous allez l'installer chez vous, dans votre propre système, comme vous le voulez, et le manager vous-même. Mais si vous voulez que ce soit managé par quelqu'un, vous pouvez aller sur des versions cloud comme S3 Amazon ou GCS, Google Cloud Storage. Donc, voilà. L'avantage de garder ces données brutes là, c'est qu'on peut les réutiliser à tout moment. Imaginez que vos sources ne soient plus disponibles à un moment et ou bien que vous voulez réutiliser les données brutes pour faire d'autres transformations, des transformations que vous n'aviez pas prévues au début. Au lieu d'aller récupérer les données depuis l'ingestion, vous les récupérez depuis là et ajouter les nouvelles transformations que vous voulez, sans que ça coûte plus cher en allant consulter un stockage brut, des données brutes. Ensuite, data processing, et bien là, c'est là que toute la transformation va se faire. C'est-à-dire, on récupère la donnée telle qu'elle est, on doit appliquer sur ces données certaines transformations. Et bien, c'est là que ça va se faire. Et là, on a tellement d'approches, tellement de techniques. Ça peut être des scripts Python très simples. Si ce sont de simples données sur des scripts Python. Si ce sont des données très complexes, de gros volumes de données, vous pouvez aller sur du Spark. Le Spark, c'est vraiment du batch et du streaming, ça dépend. Et il y a un nouveau, je ne vais pas dire nouveau, je dis nouveau parce qu'il n'est pas très connu, qui s'appelle DBT, qui lui est vraiment basé sur du SQL. Il est très friendly dans l'utilisation. Donc, il est très adapté pour les personnes qui ne sont pas très deep dans le code, mais qui s'en sortent beaucoup avec du SQL et qui veulent mettre en place de la transformation de données. Donc, ils peuvent utiliser DBT et leurs connaissances en SQL pour transformer leurs données. Et en plus, il y a énormément d'avantages à utiliser DBT. Par exemple, pouvoir créer des modèles de données, pour pouvoir tester les données en sortie après les transformations et tout. Donc, il existe beaucoup d'outils de data processing, mais les principaux que j'ai, je les ai cités ici, Spark, DBT ou encore Python. On arrive à la fin de l'infrastructure. Je pense que après avoir transformé les données, il faut les stocker parce que, voilà, il faut que les data scientists, les data analystes puissent avoir accès à ces données-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un stockage pour la donnée transformée, la donnée manipulée. Donc là, on peut aller sur beaucoup d'approches. Ça peut être un data warehouse, un data mart, quoi d'autre, une base de données simplement. Ça peut être... Oh, téléphone, on peut télécharger. Ah, ok. Donc, pour les data warehouse, on peut aller sur du Snowflake, BigQuery, Amazon Redfish. En gros, il faut retenir que l'outil n'est pas le plus important dans tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est de vraiment comprendre l'utilité de chaque brique. Après, vous pouvez aller faire un benchmarking, un benchmark de différents outils et choisir celui qui vous plaira en fonction de votre cas d'usage et des restrictions de votre entreprise. Donc, voilà. Et enfin, la data restitution. En gros, l'un des besoins en matière de data, c'est de rendre la donnée après transformation. Ça ne sert à rien de faire tout ça et de garder la donnée sans qu'on puisse l'utiliser. Donc, comment restituer la donnée? Simplement, ça peut être via des dashboards. Donc, le data analyst va venir avec, par exemple, Power BI, se brancher sur votre data warehouse et pouvoir utiliser ces données-là pour faire des data visualisations, des dashboards très pertinents, très intuitifs, pour les décideurs. Mais il se peut que vos données après traitement doivent être utilisées dans d'autres systèmes. Donc, vous pouvez les exposer via des API, REST API, GraphQL et bien d'autres. Donc, voici un peu déroulé les briques clés d'une infrastructure data. Mais avec, comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de briques qui viennent s'ajouter. Donc, par exemple, on va avoir des briques d'orchestration. C'est vrai que ce n'est pas là, mais c'est assez important aujourd'hui. Lorsqu'on veut faire des processus batch, des traitements batch, il faut ajouter un orchestrateur de toutes vos tâches et celui-là même qui va déclencher l'exécution de la tâche au moment prévu. Voilà. Donc, on aura peut-être des couches orchestration qui vont s'ajouter, des couches data management et bien d'autres. Des couches de monitoring aussi, parce qu'il faut monitorer tout le système. Mais bon, voici les principaux qui sont listés ici. Voilà, donc,
Après cela, la data quality. Je n'ai pas manqué de le dire dès le départ, on a besoin de s'assurer de la qualité de la donnée. Donc, c'est quoi une donnée de bonne qualité? Eh bien, c'est une donnée exhaustive. On ne veut pas forcément de valeur manquante. On ne veut pas de valeur absente. Et ça va dépendre d'une entreprise à une autre ou bien d'un cas d'utilisation à une autre. Que représente la valeur manquante? Est-ce qu'elle est très critique ou bien est-ce qu'elle n'est pas critique à un certain pourcentage? Ça dépendra des règles du métier. C'est pour ça qu'il faut comprendre beaucoup le métier pour pouvoir assurer la qualité de la donnée. Ensuite, la disponibilité. Il faut pouvoir que la donnée que vous traitez soit disponible. La cohérence, eh bien, comme je l'ai dit, la donnée est transite dans beaucoup de systèmes. Et donc, elle doit être cohérente dans tous ces systèmes-là. Je prends n'importe quoi, il ne faudrait pas qu'on ait une valeur pour X dans le premier système, une valeur pour X une autre valeur pour X dans le second système. La donnée n'est pas cohérente, n'est donc pas de bonne qualité. Donc, dans tout votre processus, il faut que la donnée soit unique et cohérente, la valeur du moins. Ensuite, les attitudes. Donc, il faut que la donnée que vous ayez soit vérifiée et exacte. Elle doit pas être incorrecte. C'est-à-dire, du moment où vous traitez des données très sensibles, par exemple, le prix d'un article ou, je dis, la facture d'un client, et que votre système récupère les données en entrée et en sortie fait sortir une facture qui n'est pas correcte, il y a un problème dans votre système. Elle n'assure pas la qualité de la donnée. Il faut aller revoir vos traitements. Donc, il existe plusieurs clés. Je pense qu'il y a 9 clés de la data quality, mais j'ai cité quelques-unes ici. Il n'arrive pas 9, mais quelques-unes qui sont très connues. Donc, pour assurer la data quality, il existe des outils tels que SODA, Great Expectation ou Apache DQ. Ou alors, vous codez vous-même vos propres règles dans votre script Python pour vous assurer de la qualité de la donnée. Vous vous asseyez lors d'une séance de travail avec le métier, vous voyez toutes les règles du métier et vous essayez de les traduire en script pour vous assurer de la qualité de la donnée. Voilà. Donc, ensuite, la data gouvernance. La data gouvernance, c'est quoi? En gros, comment je vais dire ça? Je ne sais pas si je vais dire c'est un paradigme, mais c'est vraiment un ensemble de règles qu'il faut avoir pour parler de gouvernance de la donnée. Première règle, c'est disponibilité, c'est on stocke la donnée, il faudrait que la donnée soit assez sécurisée, il faudrait qu'on puisse dire qui a accès à la donnée, à quel moment, comment et tout. Tout ça, c'est vraiment des règles qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, le DG, il a le droit de voir le chiffre d'affaires de son entreprise, mais le stagiaire n'a pas ce droit. Mais est-ce qu'on va lui couper tout l'accès au système? Non. Du coup, il faut gérer qui a accès à quoi, comment et à quel moment. Voilà, c'est vraiment important. La facilité d'utilisation des données. Comme je l'ai dit, il faut que ceux qui vont utiliser la donnée après puissent avoir tous les moyens possibles pour la récupérer. L'intégrité des données, ça, c'est vu et revu. Hein. Donc, il faut vraiment que la donnée soit de qualité, soit fiable, soit disponible, comme on l'a dit. Et la sécurité, comment on récupère les données? Est-ce que ce sont des données à caractère personnel? Quelles sont les techniques utilisées pour ne pas qu'on remonte à l'utilisateur? Tout ça, c'est très important pour assurer la gouvernance de la donnée. Donc, il faut aussi noter que la data quality fait partie de la gouvernance de la donnée. C'est un point nécessaire et vous le retrouverez dans les différents points ici, la data quality. Donc, voici un peu le data management. C'est vraiment venir mettre en place des grosses architectures big data, venir faire transiter la donnée, transformer. Non, il y a tout ça qu'il faut voir derrière et c'est très important. Ça ne sert à rien de mettre en place de grosses architectures, de gros scripts, de grosses applications de big data, mais la donnée est de mauvaise qualité, ne peut pas être exploitée. C'est inutile. Donc là, c'est bon. Je pense qu'on va avoir des cas d'utilisation du data engineering. À quel moment vous devez faire ressortir vos compétences de data engineer? À quel moment? Il y en a énormément, il faut que je vous le dise. D'autres même que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Mais c'est vraiment de connaître le besoin de l'entreprise à l'instant T et de savoir comment est-ce que vous pouvez intervenir. Je prends des exemples très simples. L'analyse de sentiments et le feedback client pour une entreprise commerciale, par exemple. Donc, il va falloir
récupérer les avis clients, récupérer les commentaires des clients, appliquer des techniques d'analyse de test sur ces commentaires-là, du NLP aussi, et faire ressortir, par exemple, le sentiment des clients, par exemple, quel est leur sentiment vis-à-vis de votre prestation, de votre produit et tout. Et ça, c'est un use case très important pour une entreprise qui veut vraiment faire de la rétention clientèle. Donc, on va sur du data warehousing et BI qui permet de faire ressortir des insights qui vont permettre aux décideurs de prendre de bonnes décisions. Mais si les données sont éparpillées dans différents systèmes, il faudra que vous fassiez ressortir vos compétences de data engineer afin de récupérer les données des différentes sources, les traiter, les mettre dans un format hétérogène et tout, homogène, pardon, c'est ça, homogène, et les mettre à disposition des BI ingénieurs afin de mettre en place des dashboards et tout. Il faudra aussi penser à modéliser. Le data modeling, c'est très important. Modéliser comment les données seront stockées afin que les requêtes soient optimisées pour l'analyse. Voilà. Parce que je pense que on est tous énervés lorsque sur notre interface, par exemple, on a le truc qui tourne pendant très longtemps avant de faire ressortir la donnée. Et bien, c'est pareil, si votre DG se réveille, qui veut voir certains insights et que le dashboard, il tourne pendant des minutes avant de faire ressortir la donnée qu'il veut. Donc, il est de votre devoir, lors de ce projet-là, de bien modéliser la donnée afin que les requêtes soient très rapides et voilà, fassent ressortir les bonnes données très rapidement. Personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc, en gros, c'est ça, c'est pareil. Je pense qu'on peut passer toute la journée à citer des cas d'usage, mais dès que vous aurez le bon sens du data engineer, vous verrez à quel moment faire ressortir vos compétences. Voilà. Donc, le vocabulaire data engineer, on peut passer également tout un mois à parler de ça. Et n'oublions pas que chaque mois, chaque semaine, il y a encore des trucs qui apparaissent. Mais les plus importants, ETL, ELT, c'est vraiment, ETL, c'est extract, transform, load. C'est vraiment tout le processus que la donnée va récupérer de la source jusqu'à la destination. Extraction, transformation et chargement. Batch et stream processing. Je ne vais pas tout citer, mais je vais donner les plus importants, certains quand même. Le batch et le stream, ça dépend de la manière dont la donnée doit être traitée. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut attendre que récupérer des données par lot, c'est-à-dire, j'attends chaque 4 heures pour récupérer la donnée et la traiter. Est-ce que je veux le chiffre d'affaires journalier, le chiffre d'affaires mensuel? Vous voyez qu'il y a une fréquence qui est définie. Donc, on va attendre, par exemple, selon la fréquence, si c'est dit journalier, on va attendre que la journée passe, on récupère la donnée, en fin de journée, on la traite, on fait ressortir les valeurs demandées. Ça, c'est le batch. Le streaming, c'est veut que la donnée soit traitée à la vitesse à laquelle elle est produite. Par exemple, on veut pouvoir faire des alertes ou des alertes très rapides à un client, par exemple, qui a sa carte qui a un problème lorsqu'il insère dans le guichet. On ne va pas attendre que le client soit déjà parti du guichet pour lui envoyer l'alerte. Il faut que l'alerte soit envoyée dès que la donnée est produite. Et ça, c'est du stream processing. Voilà. Donc, data modeling, c'est vraiment, comme je l'ai dit là, comment organiser les schémas de nos données pour que cela soit adapté à l'analyse et autres. Donc, on verra de la modélisation multidimensionnelle, du OLAP, du OLTP. Vraiment, on ne pourra pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est comment vous modélisez vos données afin de construire vos data warehouse et autres. Data pipeline, franchement, ce n'est pas très loin de ETL, c'est le flow que la date de sa source jusqu'à la fin. Donc, database, schéma, table, c'est vraiment des mots qu'on connaît. L'orchestration, c'est déjà expliqué. Data lineage, ça, c'est un mot aussi qui revient très important dans la gouvernance de données que j'ai oublié. C'est de pouvoir voir toute la transformation. C'est un peu la traçabilité, en fait. Voilà toute la transformation que la donnée va subir. C'est-à-dire, on veut pouvoir voir que la donnée A vient de la source A, la donnée B vient de la source B. Elles ont été comment on va dire ça, jointes en C et après elles sont allées en D. Vous voyez, c'est vraiment de lineage. Voir d'où vient la donnée, qu'est-ce qu'elle a subi, où est-ce qu'elle en est. C'est vraiment ça le data lineage. C'est vraiment très important lorsque vous allez dans de gros systèmes pour pouvoir avoir la traçabilité de vos transformations, de vos données.
ça permet aussi comment on appelle ça, d'aller très vite lorsqu'il y a un problème. Lorsque vous détectez un problème de qualité, par exemple, vous pouvez savoir où intervenir et d'où vient le problème. Le data lineage, c'est très important. Data Lake, Data Warehouse, Data Mart, c'est vraiment le basique du data engineer, on va dire. Data Lake, il stocke tout. Retenons ça comme ça. Oh. Eunice, excusez-moi, franchement, je suis désolée, mais je vais devoir me déplacer, prendre mon chargeur. 1 minute. Pas de souci. Désolée. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer par les noter dans le chat. Et je profite pour vous dire que tout ce que nous sommes en train de voir là, dans ce webinaire, je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup plus d'informations que tout un cours de data engineering en classe, vraiment. Pour ceux qui ont eu à faire les classes en tant que data scientist ou data engineer, c'est beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à vous inscrire à la formation parce que vous allez beaucoup apprendre de Madame Yasmine qui exerce dans le métier de la data science et de la data engineering. Ok, merci beaucoup, Eunice. Désolée encore. Oui. Donc, on était sur les data lake, data warehouse, data mart. En gros, comme je disais, data lake, retenons juste que c'est un fourre-tout. Et comme il coûte généralement moins cher qu'une base de données, on peut y mettre de la donnée non structurée, de la donnée structurée, toute la donnée brute, ou je sais pas, toute la donnée dans tous les formats, dans tout format, vous pouvez fourrer ça dans un data lake. Voilà, donc on ne va pas attendre une structure particulière de données, on ne va pas attendre que la donnée ait un schéma très strict, mais en tout cas, données structurées, non structurées, semi-structurées, vous foutez tout dans le data lake. Okay. Mais après, il y a toute une gouvernance data lake aussi, il ne faut pas penser qu'on met tout là-bas et on oublie. Le data warehouse, lui, il est assez structuré, il a un schéma, mais il est très orienté analyse. Voilà, donc c'est une base de données, c'est un référentiel de données historisé, dénormalisé, qui va nous permettre de faire des analyses très rapidement. En gros, on va retenir ça comme ça. Et le data mart, pour faire plus simple, on va dire que en fonction de l'école, le data mart vient avant le data warehouse ou il vient après. Enfin, il y a 2 écoles, mais c'est assez loin à expliquer. Mais le data mart, lui, pendant que le data warehouse, il n'est pas spécifique, il est, comment je vais dire ça, dédié à toute l'analyse que vous voulez faire, c'est-à-dire par exemple l'analyse des ventes, du chiffre d'affaires, de la clientèle. Data warehouse, il va contenir tout ça. Le data mart, lui, il sera très spécifique. C'est-à-dire vous aurez un data mart vente, un data mart clientèle, un data mart chiffre d'affaires, ainsi le BI qui va s'occuper de la clientèle se log directement sur le data mart clientèle et ainsi de suite. Donc, voici un peu, je dirais un peu du vocabulaire du data engineer. Donc, voilà, je pense que tout le monde se dit, tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des opportunités de carrière et quelles sont les compétences requises en data engineering? Pour les compétences, eh bien, ça évolue, hein, mais je vais donner les compétences basiques. Il faut quand même un background en software engineering, c'est-à-dire au moins, oui ou non, si vous voulez, que vous l'ayez ou pas, mais que vous puissiez comprendre tout ce qui relève de l'informatique, je vais dire comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à vous parler d'application, il ne faudrait pas que vous soyez très désorienté et tout. Il faut au moins comprendre. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'il faut savoir créer une application, mais il faut savoir comprendre au moins comment c'est fait, comment ça fonctionne. Les langages de programmation. Souvent dans les offres, vous allez voir Python, Scala, Bash et tout. Mais moi, je vous dirais, quitte à choisir, choisissez l'un de tout ça. Le Bash, c'est important. En gros, gardez-le, il vous sera toujours utile. Donc, le Bash, on va dire que c'est une compétence que tout le monde doit avoir. Maintenant, Python, Java ou Scala, choisissez. Si vous étiez un informaticien qui veut se reconvertir et que vous étiez très à l'aise avec du Java, pourquoi pas continuer en Java ou avec du Scala? Si vous êtes un data scientist qui veut un peu faire de data engineering, Python, on sait que Python, avec la donnée, c'est vraiment l'amour fou. Donc, perso, moi, je fais du Python, du Bash. Le Scala, pas trop, mais je m'y intéresse quand même. C'est très intéressant, surtout qu'on veut aller sur des outils comme Spark et autres. Database, data warehouse. Donc, il vous faut des connaissances en SQL, NoSQL. Parce que pourquoi le SQL? Parce que la plupart des données sources seront des bases de données. Donc, il va falloir les requêter.
Le NoSQL, parce que également, on est dans un domaine Big Data, donc not only SQL, c'est recommandé. Les data warehouse, comme je l'ai cité, il va falloir en connaître, pouvoir les manipuler, pouvoir les optimiser également. Mais on ne vous demandera pas forcément ça dès le départ, mais c'est une compétence à avoir quand même. Après, il va vous falloir comprendre tous les concepts autour de la data. Moi, je ne cesserai pas de le dire, les outils, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre les concepts. Parce qu'il ne s'agira pas d'utiliser un outil sans comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne derrière, comment l'optimiser. En gros, vous allez faire dépenser énormément d'argent à votre entreprise parce que peut-être on n'en a pas besoin et qu'une simple optimisation serait nécessaire. Donc, je prends un exemple. Vous faites un ETL et vous avez l'impression que ça dure, l'ETL prend du temps. Tout de suite, vous allez penser à aller prendre des outils big data et tout, mais on n'en a pas besoin. Il fallait juste peut-être optimiser ou paralléliser rapidement vos process dans votre ETL. Donc, il faut comprendre les concepts de base, c'est très important. Il faut comprendre l'ETL, l'ELT, quand est-ce qu'on est. En tout cas, il faut comprendre ces processus-là. BI, les outils de BI, on a tendance à dire je suis data engineer, moi, je ne m'intéresse pas à la BI. Faux. BI, dans cette entreprise, il n'y a pas de BI, il n'y a pas de data engineer. Il va faire le projet de ton bout, chercher la donnée, la transformer, faire les visualisations. Comprendre les outils big data, c'est important. Comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant, mais dans certains cas, vous serez obligé d'aller vers cette technologie et il faut les comprendre. ML, le data engineer n'est pas un culte en machine learning. Le data engineer doit comprendre le machine learning également. C'est nécessaire. Et enfin, les soft skills. Il ne faudrait pas rester derrière son ordinateur. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le data engineer. Le data engineer, c'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Donc, le problem solving est très important chez le data engineer. Il doit être très, très à l'écoute de l'utilisateur également. Parce que, comme j'ai dit, la donnée, ce n'est pas pour vous. On ne la traite pas pour la garder. On la traite pour les autres. Du coup, il faut être à l'écoute de celui qui va utiliser la donnée après pour vous entendre sur des contrats, sur comment lui mettre à disposition la donnée. Pouvoir travailler en équipe, il faut pouvoir communiquer, il faut avoir de la créativité pour pouvoir aborder et résoudre les problèmes. Il ne faut pas être très fermé. Voilà, il faut être très ouvert au nouveau parce que le domaine change beaucoup. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train d'apprendre encore du Spark ou je ne sais quoi, on nous fait sortir des outils comme DBT qui vont te faciliter la vie. Mais imagine, tu es très fermé et très, très, très buté sur l'idée que tu ne peux pas apprendre ça. À côté d'un outil très, très, très intéressant. Donc, voilà. Bon, ok, désolé encore. Donc, là, c'est les soft skills que je donnais. Ensuite, on se demandera les opportunités de carrière en tant que data engineer. Eh bien, il y en a beaucoup, que ce soit en Afrique et tout, parce que qui ont compris l'utilité, les pays qui ont compris la donnée, les entreprises ont également compris qu'il ne faut pas forcément penser à attaquer des modèles de machine learning, des modèles d'IA, mais qu'une bonne IA joue d'une bonne donnée. Ils ont compris, en tout cas, pour commencer par un data engineer qui va venir mettre un peu de l'ordre dans toutes ces données de l'entreprise avant de, comment dire ça, avant de penser à mettre des intelligences artificielles, des comment je peux dire ça, des machine learning et tout. Donc, voilà, les entreprises ont juste besoin de comprendre est-ce qu'il y a travail, est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce qu'il y a besoin en matière de main-d'œuvre. Et je peux vous dire oui. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je pense que pour ce qui est de la présentation prévue, j'ai fini. Donc, j'attends les questions. Voilà. J'espère que je pourrai vous répondre. Eunice, je pense que j'ai fini. Je prends moi-même les questions. C'est comment, Eunice? Ok, super. Merci beaucoup, Madame Yasmine. Je le répète encore, il y a tellement eu de partage de valeurs que tout en data à l'école, sincèrement. On a beaucoup appris tout de suite et j'imagine comment la formation. Donc, je vous invite vraiment à vous créer à la formation et disons merci à Madame qui s'est rendue disponible pour vraiment vous
des connaissances, nous partager des connaissances pratiques, du réel time, comme ce qui se fait dans les entreprises, pas quelque chose qui ne fonctionne que dans les examens. Donc, vraiment, inscrivons-nous à la formation. Nous allons passer de bons moments ensemble pour les passionnés de data.